semaine, mesdames et messieurs. Très heureuse de vous retrouver dans ce spécial débat qui reçoit pour vous Maître Émile Hassani, qui est aujourd'hui secrétaire national en charge de l'intérieur, implantation et mobilisation du parti LGD, le parti cher à Matata Poniou. Très heureuse encore de vous retrouver, Monsieur Hassani. Merci beaucoup, madame. Je salue tous les téléspectateurs qui sont branchés à ce moment. Merci à vous pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Nous allons parler du LGD, de Matata Poniou. Comment se porte le parti aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. Il faut dire que le parti se porte à merveille. Il est pratiquement implanté dans la quasi-totalité des provinces de notre pays. Vous savez que c'est depuis le mois de mai, le 3 mai, que notre parti politique a été créé et sa sortie officielle était le 3 mai. Mais à ce jour, le parti est implanté dans la quasi-totalité des provinces. Comme vous le savez, le travail d'implantation, c'est un travail de titan dans la vie. Hein? Tout à fait. Donc, nous sommes implantés et nous continuons à implanter les partis. Mobilisation intérieure, implantation et tout ça. Décrivez-nous un peu votre travail, votre job description. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites pratiquement? Merci beaucoup, madame. Il faut d'abord dire que le président national de notre cher parti, le professeur sénateur Augustin Matata Poniou, c'est quelqu'un qui mise dans la jeunesse, ce qui fait que l'essentiel, la majorité des membres du gouvernement du parti est composée de jeunes, dont l'âge varie de 30 à 35 ans. Il tient à créer une nouvelle génération de la classe politique. Et c'est comme ça qu'il nous a été confié la charge de ministre de l'Intérieur, je vais dire le secrétaire national chargé de l'Intérieur, implantation et mobilisation. Qu'est-ce que je fais? En fait, dans le cadre des partis politiques, parce que les partis politiques, par essence, ce sont des grandes écoles où on apprend pratiquement la politique et la politique active. En ma qualité de chargé de l'Intérieur, je suis équivalent au ministre national qui est à l'Intérieur dans ses attributions. Donc, prenez la même logique que fait le ministre de l'Intérieur, ramenez ça dans le cadre du parti politique. En tant que chargé de l'implantation, quand vous cernez déjà la dénomination du portefeuille, c'est à moi qui revient la charge d'implanter les partis partout à travers les pays et voire même en dehors du pays. Et en tant que chargé de mobilisation, il faut comprendre que lorsque le parti est né, et on a besoin de faire appel à tous les Congolais de tous les âges confondus d'adhérer massivement à ces grands partis politiques, les partis d'espoir, les partis du développement et les partis du changement. Et notre binôme magique, c'est le leadership et la bonne gouvernance qui va conduire ces grands pays à la taille d'un continent au développement. Maître Hassani, c'est vrai, vous vous mobilisez, mais quelle est la phrase clé? C'est vrai que vous venez déjà de le dire, mais quelle est cette phrase clé qui va inciter cette jeunesse à adhérer? Il n'y a pas seulement les jeunes aussi, les mamans, les papas, les grands-pères, les grands-mères. Quelle est la phrase clé? Quel est le projet de société de votre parti? La phrase clé, madame, je dirais en un mot, c'est notre vision. Okay. Notre vision, nous sommes les sociaux-démocrates. Et en tant que tel, nous mettons à l'avant-plan le peuple. Les véritables peuples d'abord, c'est au LGD. Parce que, madame, en tant que sociaux-démocrate, ici, nous prenons l'intérêt général. C'est ainsi que vous avez vu, lorsque notre président national était Premier ministre, il a dirigé l'essentiel de son gouvernement dans le social de la population. C'est ainsi qu'il a créé, au lieu que l'argent du peuple congolais soit bénéfique à un poignet de Congolais, lui a misé ça, a affecté ça dans le social du peuple congolais. C'est ainsi qu'il a créé Transco, Congo Airways, Immeubles Intelligents, ainsi de suite. Et les œuvres sont légion. Je peux commencer à les citer maintenant, on pourra arriver jusqu'à demain. Les œuvres sont légion, mais aujourd'hui, vous avez appris, comme tout le monde, et nous avons appris qu'il y a une sorte de rétropédalage
Matata Ponyo permettait, mais aujourd'hui risque la prison. Parce que, voilà, le dossier est réouvert. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui, s'est dit capable de le juger, quoi, en fait. Disons ça en français facile. Donc, pourquoi ce revirement? Est-ce que c'est légal? Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Matata Ponyo viendra se présenter? Comme il a toujours dit, ne fuit jamais la justice. Et beaucoup disent, aujourd'hui, c'est l'occasion en or pour qu'il puisse se défendre. Merci beaucoup, madame. Là, vous me donnez l'opportunité de clarifier le peuple congolais et tous ceux qui s'intéressent à la politique congolaise. En fait, il est reproché à notre président national, entre guillemets, d'avoir détourné les fonds destinés au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Madame, laissez-moi vous préciser que notre économie est essentiellement extravertie. Je parle sous contrôle des économistes. Quand on dit une économie extravertie, ça veut dire l'essentiel des capitaux est étranger. Et c'est ainsi que le professeur Matata Ponyo, à l'époque, en 2012, lorsqu'il a fait ce qu'on appelle les constats, il fait l'état des lieux, de voir comment l'économie congolaise s'est comportée. Alors, il avait constaté que l'essentiel de l'économie est extravertie, en ce sens que les Congolais dépendent essentiellement de l'étranger. Et c'est facile à le démontrer, madame. Aujourd'hui, prenons le vécu quotidien. Les riz vient de l'étranger, les chanchards de l'étranger. Bref, tout, Même une boîte d'allumettes. même du savon, ça vient de l'étranger. C'est ainsi que dans sa technicité, parce que lui c'est un technocrate, comme vous le savez, il avait monté avec son équipe les projets qu'on appelle les parcs, agricoles de Bukangalonzo. Et ça, on allait implanter partout à travers la République. Et les parcs agricoles de Bukangalonzo étaient les premiers, en tout cas une première. Parc pilote, en fait. Pilote, Voilà. on devait expérimenter, voir comment ça devait se comporter afin d'étendre sur l'ensemble du pays. Et pour cela, madame, on avait fait appel aux sociétés multinationales, aux sociétés étrangères qui sont expertes en la matière. C'est ainsi que les consortiums des sociétés sud-africaines ont gagné ces marchés. Quand ils gagnent ces marchés, l'État a mis un peu de capitaux, ces sociétés ont amené leur part et ils ont mis en place certaines sociétés chargées d'administrer, de gérer les projets Bukangalonzo. À l'époque, notre président national était Premier ministre. Et en tant que tel, il n'était concerné ni de près ni de loin dans la gestion quotidienne du parc agricole Bukangalonzo. Mais bon, vous savez, puisque les gens aiment toujours demeurer dans la médiocrité, et on ne comprend pas à ces jours. Il est responsable moral. On ne comprend pas à ces jours. Il est ministre, donc quand quelque chose ne va pas, ben, il est responsable. Peut-être, voilà, vous comprenez, il est le chef du gouvernement. Quand un projet échoue, vous avez initié un projet et que ça échoue, ben, c'est vous le responsable. Voilà la confusion. C'est une confusion qu'on fait? Voilà la confusion, madame. Une société, c'est une personne morale. Et en tant que personne morale, elle a des animateurs. Et à chaque fois, lorsqu'il est question de demander compte de l'évolution, de l'administration, de la gestion de cette société, on fait appel à son gérant. Et les gérants de cette société, les Sud-Africains, M. Grobler-Christo, a été toujours présent. À chaque fois qu'on a besoin de lui, il a toujours répondu. Celui qu'on avait refoulé, qu'on avait chassé de la RDC, c'est ce monsieur? On ne l'a pas encore chassé, madame. Il est toujours parce qu'à chaque fois, lorsque la justice a besoin de lui, parce qu'il se rend compte que c'est lui qui doit répondre à la justice, il a toujours été là, présent. Bien plus, madame, moi je crois même dans le cadre du gouvernement, s'il peut y avoir d'interpellation, parce qu'en matière pénale, la responsabilité pénale, elle est individuelle. Je crois dans un gouvernement responsable, dans le fonctionnement normal du gouvernement, chaque secteur a un ministre sectoriel. Donc, je ne comprends pas, je ne m'imagine pas par quelle magie on peut interpeller le Premier ministre dans une procédure pénale pour répondre des questions qui relèvent des ministères sectoriels, encore que même ces ministres sectoriels, ce n'est pas à lui qu'on doit rendre, qu'on doit demander compte,
c'est plutôt aux animateurs, à l'associé gérant de la société de répondre. Et là, vous savez, parce que nous sommes dans les sphères politiques, là, tous les coups sont permis. C'est comme ça qu'on a intentionnellement créé et collé cette saga judiciaire à notre président national. Ne se reprochant de rien, il vous souviendra, lorsque l'affaire a commencé, il était à l'étranger, au niveau des justices. Ayant appris que la justice de son pays avait besoin de lui, il était obligé tout à fait il était en Guinée, si je me trompe pas. De revenir, effectivement. Ouais. Vous savez, le président Matata Ponyo, c'est une personnalité mondiale. Donc aujourd'hui, son expertise est convoitée et sollicitée partout à travers le monde. Et c'est dans cette perspective-là qu'il avait été convié mais aujourd'hui, Maître Hassani, mais aujourd'hui, c'est l'occasion en or, permettez, parce que beaucoup de gens me disent, mais voilà, l'occasion en or, enfin, d'éclaircir et de lever tout équivoque. Parce que les gens disent, ou ont l'impression que Matata Ponyo fouille la justice, qui trouve tous les arguments possibles pour ne jamais se présenter. Mais aujourd'hui, on vous dit, voilà, présentez-vous, argumentez, tout ce que vous dites là, argumentez, et voilà, il sera lavé, et puis ce sera fini. Mais chaque fois qu'il trouve des arguments, de contre-arguments, on a l'impression qu'il a peur de cette justice. Madame, lorsque vous lisez les préambules de notre constitution, la constitution de notre pays, la constitution de la République démocratique du Congo, les préambules, là, suivant la volonté du peuple congolais, les constituants, ils se sont mis d'accord, ils ont résolu de créer un véritable état de droit au centre du continent africain. Et dans un état de droit, c'est un état où tout le monde, puissant soit-il, juge, Premier ministre, président de la République, est soumis à la volonté de la loi. Savoir plus, nous voulons savoir la vérité de ces sagas judiciaires, mais madame, à condition que ça soit dans les normes requises. Et vous allez constater avec nous, le président, le sénateur Matata Ponyo a été toujours animé de cette volonté. Comme je venais de vous le démontrer, première interpellation, il était en dehors du pays quand on a commencé avec les poursuites, puisqu'il ne se reproche de rien. Il veut savoir de quoi on lui reproche au juste. Il était obligé de regagner rapidement au pays. On arrive au pays et madame, c'est ici le lieu de souligner, parce que pour nous, comme nous avions dit, nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Et ici, on a vu la politique prendre les droits en otage. Et ça va du Parlement jusqu'à la Cour constitutionnelle en passant par la Cour de cassation. Et permettez-moi, madame, parce qu'il s'agit d'un débat spécial, de le démontrer. Le professeur Matata Ponyo a fait objet de 4 réquisitoires du procureur général près la Cour constitutionnelle. Le procureur général, nous disons, s'il déployait toutes ses énergies à combattre, à poursuivre le professeur Matata Ponyo, si la République pouvait déployer toutes ses énergies à combattre les ennemis de notre nation, ceux qui ont envahi notre territoire national, je me dis, les M23 n'allaient pas exister. Et au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, madame, ces immunités ont été levées pour l'affaire zaïrianisation. Ce n'est pas pour l'affaire Boukangalonzo. Et là, on l'interpelle pourquoi maintenant? Effectivement, madame, c'est là le lieu pour moi d'éclairer l'opinion. Il sera jugé sur quelle affaire? Boukangalonzo ou zaïrianisation? Justement, c'est ça le comble. Et c'est là où nous disons la politique a pris la justice en otage. Parce qu'on n'a pas compris. Ces immunités ont été levées pour l'affaire des biens zaïrianisés. Et le procureur général, comme je vous ai dit, qui avait adressé 4 réquisitoires au niveau du Parlement, a enquêté sur l'affaire des biens aérianisés et il était arrivé à la conclusion selon laquelle le président national Matata Ponyo n'était pour rien. Et cette affaire était close comme ça. On n'a pas compris, madame, ces revirements parce que les revirements ont commencé à partir du Parlement. On n'a pas compris, on arrive à la Cour constitutionnelle, ces revirements, la personne contre qui les immunités ont été levées pour une affaire des biens aérianisés, curieusement, le même parquet près la Cour constitutionnelle va changer et on va les poursuivre cette fois-ci pour l'affaire Boukangalonzo, l'affaire pour laquelle ces immunités n'ont pas été levées. Et là, madame, il faut souligner, on l'amène en justice, on l'amène devant la Cour constitutionnelle pendant qu'il n'avait jamais été invité au parquet général et auditionné.
Donc on a sauté les étapes, en fait. Ce sont des irrégularités d'ordre procédural graves, madame. Dans un état de droit, on ne peut pas tolérer et comprendre ce genre d'irrégularités ou de violations légales. Ne se reprochant de rien, les sénateurs Matata Pogno étaient obligés de se présenter devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, après avoir examiné les moyens tels que soulevés par la défense, les collectifs des avocats de notre président national, l'honorable Matata Pogno, avait conclu en disant qu'elle n'était pas compétente de poursuivre les anciens premiers ministres. En l'espèce, l'ancien premier ministre, l'honorable sénateur Matata Pogno. Et puisque nous allons de violation en violation, madame, pendant que la Cour constitutionnelle se déclare incompétente de connaître les poursuites engagées contre un ancien premier ministre, on n'a pas compris de quelle magie, je parle sous le contrôle des praticiens de droit, on n'a pas compris de quelle magie, pendant que la Cour se soit déclarée incompétente, que le parquet général, près cette Cour, soit entré de nouveau en possession du dossier, l'orienter devant le parquet général près la Cour de cassation, et ce dernier va saisir la Cour de cassation et fixer cette affaire. Et là, puisque nous allons de violation en violation, on arrive devant la Cour de cassation, madame. Les collectifs des avocats de notre président national a soulevé un certain nombre d'exceptions. La Cour de cassation, en analysant ces exceptions, s'est trouvée en face d'un obstacle. Un obstacle ici, madame, non pas soulevé par le président Matata Pogno, mais plutôt par elle-même la Cour de cassation. La Cour de cassation a estimé, madame, qu'elle ne pouvait pas évoluer dans l'instruction de l'affaire aussi longtemps qu'elle ne sait pas la portée exacte de l'économie générale de l'article 64 de la Constitution. Des concepts, lorsqu'on dit, lorsque le président de la République et le Premier ministre commettent des infractions de droit commun dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, la Cour de cassation avait estimé que ces concepts-là, elle ne pouvait pas évoluer sans pour autant que la Cour constitutionnelle, comme vous le savez, parce qu'il revient à la Cour constitutionnelle d'interpréter la Constitution, ne puisse interpréter. C'est ainsi que la Cour de cassation avait décidé de surseoir, de connaître cette affaire et envoyer à la Cour constitutionnelle. Et là, madame, c'est ce que nous disons, les soucis qui nous animent, nous également, c'est de savoir de quoi on reproche à notre président national. Mais ça doit se faire dans le strict respect de la loi. Lorsque vous lisez l'article 161 de la Constitution, on prévoit à chaque fois, lorsqu'il est question d'interpréter la Constitution elle-même prévoit les modalités de saisine et qui peut saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter cette Constitution, certaines dispositions de la Constitution. Mais lorsque vous lisez, on énumère le président de la République, les ministres, ainsi de suite, mais vous ne voyez nulle part, madame, dans ces dispositions, je rappelle l'article 161, nulle part on a cité la Cour de cassation. Encore moins un citoyen comme vous et moi, on n'a pas la compétence de se réveiller un bon matin et aller saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Mais curieusement, ça s'est passé dans l'affaire Matata Pogno. Une autre violation. La Cour de cassation adresse sa requête tout naturellement à la Cour constitutionnelle et elle saisit la Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse interpréter les deux concepts que je viens d'énumérer ici de l'article 164 afin de lui permettre d'évoluer. Et là, madame, la Cour constitutionnelle, après avoir examiné tout naturellement, même les juristes en formation, celui qui vient tout naturellement d'intégrer la faculté des droits, c'est-à-dire en première année de graduat, c'est comprendre que la Cour de cassation n'a pas la compétence, n'a pas la qualité de saisir la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a fait la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a analysé la requête introduite par la Cour de cassation pour interprétation, elle s'est rendue effectivement compte que la Cour de cassation n'a pas qualité. Et la Cour constitutionnelle va décider, elle a dit, en tout cas, la requête de la Cour de cassation
est irrécevable. Mais aujourd'hui, Curieusement, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? C'est important. Qu'est-ce qui a changé? Curieusement, au lieu que la Cour constitutionnelle, comme elle a bien dit les droits, de déclarer cette requête irrécevable, c'est limité là. Parce qu'en droit, le juge, en fait, il est saisi par rapport à l'acte. Il statue par rapport à l'acte qu'il est saisi. Donc, la requête ici de la Cour de cassation, lorsque la Cour constitutionnelle l'a examinée, la Cour constitutionnelle a déclaré cette requête irrécevable. La logique normale, la conclusion qui s'impose, c'était de mettre fin à cette affaire. Mais curieusement et contre toute attente, la Cour constitutionnelle, après avoir déclaré cette requête de la Cour de cassation irrécevable, elle va aller au-delà. Au-delà de la demande lui adressée par la Cour de cassation. Lorsqu'elle va au-delà de la demande lui adressée par la Cour de cassation, elle va se déclarer désormais compétente de connaître les poursuites engagées contre l'ancien président de la République et ancien Premier ministre. Donc, ils ont fait, même l'ancien président de la République peut être jugé aujourd'hui. Et c'est là le nez du problème, madame. Parce qu'en droit, lorsque la Cour constitutionnelle déclare, se décide ainsi, et nous nous retrouvons en face des deux décisions de la Cour constitutionnelle. La première décision, le premier arrêt, c'est l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente de connaître les poursuites engagées contre l'ancien Premier ministre. Et à ce jour, on se retrouve avec un autre arrêt qui dit « Désormais, je suis compétent de connaître les poursuites engagées contre l'ancien président de la République et contre l'ancien Premier ministre. » Et c'est là où, madame, du point de vue des droits, nous sommes sereins, calmes, parce qu'effectivement, la Cour constitutionnelle, ayant compris qu'il y avait un vide juridique à ce qui concerne les poursuites engagées contre l'ancien Premier ministre, l'ancien président de la République, était dans l'obligation, bien qu'elle n'étant pas saisie, essaie de déclarer saisie d'office, ce qui n'est pas prévu, conformément à l'article 161, comme je venais de vous le dire. La Cour constitutionnelle ne doit être saisie que par une requête, un document en français facile, qui l'a saisie. Ce qui n'a pas été le cas ici. Bon, elle va au-delà de la demande lui adressée par la Cour de cassation et se déclare compétente de connaître les poursuites engagées contre l'ancien Premier ministre, l'ancien président de la République. Mais nous disons, nous sommes sereins dans quel sens, madame? Matata Ponyo va-t-il se présenter devant la Cour constitutionnelle? Les droits ne lui permettra pas, les droits, la Constitution, la procédure judiciaire de notre pays ne lui permettra pas de se présenter. Au moins que ce soit du forcing, laissez-moi vous démontrer, madame. Puisqu'il y avait un vide juridique, maintenant que la Cour constitutionnelle aujourd'hui venait de prendre un arrêt, cet arrêt pour nous c'est une décision et du point de vue juridique, c'est une prolongation de la Constitution. C'est-à-dire, avec cet arrêt, à ce jour, les anciens premiers ministres à venir, les présidents de la République à venir, parce que cet arrêt ne peut pas rétroagir. Rétroagir, c'est-à-dire connaître les cas qui ont été perpétrés avant l'existence de cet arrêt. Et là, c'est un raisonnement juridique valable. Stop. J'aimerais bien réfléchir parce que je ne suis pas juriste de formation, je comprends. Donc aujourd'hui, avec cet arrêt, le président Félix Antoine Tshisekedi peut être jugé. Mais, effectivement, c'est ça. Vous voyez, lorsqu'on cherche à tout... Je vais comprendre. Il peut être jugé par cet arrêt. Madame, l'affaire est rame, madame. L'affaire Tchile-Gelou. Donc, l'affaire même 100 jours qui n'a pas... S'il termine son mandat, il peut être jugé. Bien sûr, c'est là où nous saluons la Cour constitutionnelle. Okay. La Cour constitutionnelle, en réalité, a pondu une décision qui va être fatale aux dirigeants actuels. Parce que nous disons, du point de vue des droits, cette décision, c'est le principe général. Et tout le monde sait ça. Ce n'est pas personnalisé du tout. Hein? Ce n'est pas personnalisé à une dimension. Là, j'analyse la question. Puisqu'on dit souvent nos arrêts et tout ça sont taillés sur mesure. On se pose la question si on n'a pas fait ça rien que pour Matata, mais on ne se rend pas compte qu'on a ouvert une brèche pour tout le monde. Effectivement, j'analyse la question à deux dimensions. La première dimension, c'est une dimension totalement scientifique. Vous voyez, du point de vue scientifique, ici, la Cour constitutionnelle a doté la République d'une base, d'un soubassement qui peut aider les juges à poursuivre l'ancien président de la République et l'ancien Premier ministre. Et ici, pas les anciens Premiers ministres d'avant l'existence de cette décision,
moins encore l'ancien président de la République. Parce que cette décision va agir pour l'avenir. Et pour l'avenir, je crois, vous connaissez les présidents actuels pour l'avenir, vous connaissez les premiers ministres actuels. C'est comme ça que nous disons, sur le plan des droits, nous sommes très sereins parce que la Cour constitutionnelle ne saura pas connaître les cas de notre président national, l'honorable sénateur sénateur Matata Matata vraiment Ponyo, que les gens de se posent. C'est vrai que vous dites que la loi, la Constitution ne lui permet pas, la procédure et tout ça, mais les gens veulent savoir. Est-ce que Matata Ponyo viendra-t-il au procès? A-t-il peur de ce procès? A-t-il peur de Makala? A-t-il peur? C'est ça la question que les gens veulent savoir. Parce que beaucoup disent, voilà, c'est vraiment, la route est toute tracée pour qu'il aille à Makala. Et politiquement, beaucoup disent, il est en train de payer le fait qu'il n'a pas voulu entrer dans l'Union sacrée. Madame, effectivement, vous avez raison. Notre président national, vous savez, lui, c'est un technocrate. Et avec sa dernière sortie médiatique, ça a été chaud. Hein? Et nous avions compris à chaque fois, parce que là, il est question d'un complot politique. Il ne faut pas porter les lunettes politiques et pour les cerner. La face. Hein. À chaque fois, lorsque notre président national fait une sortie médiatique, de l'autre côté, c'est la panique totale. C'est le scandale. Il vous souviendra, lorsqu'il a créé son parti politique, directement, et s'est déclaré candidat président de la République, directement, on a enclenché les poursuites contre lui. Lorsque notre président national fait sa dernière sortie médiatique par rapport à la question de l'Est, de la guerre à l'Est de notre pays, on vient de rebondir avec cette saga judiciaire. Donc, allez-y comprendre qu'il fait l'objet d'un complot, d'une cabale politique malheureusement mal préparée. Et lui, ne se reprochant de rien, pour répondre à votre question, il a toujours été disponible de répondre à la justice de son pays. C'est vrai, les plans des adversaires, c'est de les contraindre à l'exil, ce qu'il ne fera jamais, parce que pour la première fois, il était à l'étranger. Il dit, je dois rentrer. Il est parti à l'étranger pour la deuxième fois. Quand il part pour la deuxième fois, les manigances ont commencé. Il dit, je rentre vite. Il rentre encore au pays. Et là, il est disponible dans les normes procédurales, dans les normes juridiques. Si on l'appelle à se présenter devant la justice, il va se présenter comme d'habitude. Mais seulement, il faut dire que du point de vue des droits, vraiment, vous voyez, est-ce que ça sera comme ça? Est-ce qu'on voit déjà Matata en prison? Madame acceptera, en fait, je ne sais pas, hein, parce que de toutes les façons, le directeur du cabinet des chefs de l'État était en prison. C'est pas, donc, Matata Ponyo, ancien Premier ministre, ce sera la toute première fois, parce que avec ce régime, on a l'impression d'ouvrir les premières fois. C'est pour la toute première fois qu'un directeur de cabinet du chef de l'État a été en prison. Je crois que ce sera la toute première fois qu'un Premier ministre aille en prison. Madame, un ancien Premier ministre aille en prison. Madame, puisque vous évoquez la question de l'ancien directeur de cabinet du président de la République, bon, là n'est pas la question pertinente. La question pertinente, c'était lorsqu'on a pris l'option de juger à tout prix, de punir. On doit aller jusqu'au bout. Je ne sais pas si vous connaissez l'issue de cette procédure, de cette farce judiciaire, du procès 100 jours. On a vu les acquittements en cascade. Mais on se pose la question. Une évidence est qu'on a acquitté les gens. Une autre évidence en est qu'on a détourné de l'argent. Mais c'est quoi l'essor, effectivement, de l'argent détourné? Et est-ce qu'il faut toujours poursuivre les cas de l'honorable Matata Ponyo en violation flagrante des lois de notre République, d'une part, et de l'autre part, on ferme les yeux lorsqu'il s'agit des gens de sa cour. Madame, je dois vous rappeler, ça c'est très important, je dois vous rappeler ici, nous avions connu l'affaire ici Chile Gelou, rétrocommission, détournement de 15 millions de dollars. Récemment, l'honorable Jean-Marc Kaboun, lui qui était dans la cour du roi, il vous dit, il alerte l'opinion tant nationale qu'internationale. Il dit attention, il y a fuite de capitaux, il y a des liquides, l'espèce qui quitte chaque jour le territoire national pour aller à l'étranger. Et c'est dans des jets. Si on était dans un pays où la justice fonctionnait normalement, mais on allait procéder à l'ouverture des actions judiciaires. Là, on n'a rien fait, madame. L'affaire Chile Gelou, détournement en cascade, on n'a rien fait.
Il y avait, je sais que vous suivez l'actualité du pays, à un certain moment ici, il y avait des conseillers qui étaient interceptés dans une banque de la place, vous le savez, avec des images de caméras. Vous pouvez me dire la suite de ça? Si la volonté c'est de punir à tout prix, l'ancien conseiller spécial, dans l'affaire tentative de corruption, ou corruption selon les cas, vous pouvez me donner la suite de ça? Mais pourquoi d'une part on ferme Dieu, mais de l'autre part, parce qu'il s'agit d'un candidat qu'on cherche à éliminer à tout prix, à tout point de vue de la course, parce qu'il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle, on doit chercher à transgresser la loi pour aboutir à leur objectif. Et c'est là où nous disons, avec les Congolais, les LGD et tous les Congolais, nous disons « Ekosimbate, madame ». Les pays nous appartiennent à tous. Nous sommes tous de 1900, la génération 1900. On ne saura pas atteindre les présidents nationaux du LGD, les professeurs Maître Hassani, y a-t-il vraiment détournement à Boukangalonzo? Madame, les données en ma possession, à Boukangalonzo, il n'y a jamais eu de détournement. Comme je venais de vous démontrer au prélude de mon propos, qu'à Boukangalonzo, il était question d'une société mixte. Ça veut dire l'État a mis un peu de capitaux et un consortium de sociétés sud-africaines ont mis les leurs. Mais la gestion, madame, parce qu'il s'agissait, le projet Boukangalonzo, c'est une société. Il s'agissait d'une société, la gestion revenait au sujet sud-africain, M. Christophe Grobler. Ça veut dire à chaque fois, lorsqu'il est question de chercher à savoir la gestion quotidienne, courante, de tous les jours de la société Boukangalonzo, on fait appel aux gérants de la société. Mais les données en notre possession, les gérants de cette société qui représentent les consortiums des sociétés sud-africaines, des sociétés étrangères, eux, en tant qu'associés dans cette société, ils ont apporté leur part. Mais lorsqu'il est question à l'État congolais d'apporter sa part, l'État congolais n'a jamais financé à la hauteur de sa part telle qu'est convenue. Et la part revenant au consortium des sociétés sud-africaines, c'est ce qui a permis au commencement de ces gigantesques projets. Vous avez vu, Boukangalonzo a produit. À Kinshasa, ici, ce n'est pas Mme Paulette qui monte ou aux téléspectateurs qui me suivent que je dois dire que Boukangalonzo n'a produit. Mais arrivé à un certain moment, parce que lorsque notre président national était Premier ministre, à chaque fois lorsqu'il était question pour l'État de débloquer sa part, mettre dans la société Boukangalonzo, l'État s'exécutait toujours à travers les ministres sectoriels, c'est-à-dire du portefeuille. Mais puisque, madame, les retombées, si le projet Boukangalonzo arrivait jusqu'au bout, comme je vous ai dit, l'économie congolaise, c'est une économie extravertie. L'essentiel de ce que nous consommons, les produits de première nécessité, vient de l'extérieur. Et lorsque les étrangers vendent, là, il y a fuite des capitaux. Les capitaux qui devaient servir au Congo vont à l'étranger. Et madame, c'est à plus d'1 milliard de dollars. Mais avec le projet Boukangalonzo, on allait sensiblement réduire la dépendance étrangère, la dépendance de la RDC de l'étranger, en ce qui concerne notamment les produits de première nécessité. Alors, un projet gigantesque comme celui-là ne pouvait pas arranger les Baïniamboka. Les Baïniamboka n'ont pas apprécié que les sénateurs Matata Ponyo soient à la base de la création d'un tel projet. C'est comme ça que le combat a commencé. Et lorsque les sénateurs Matata Ponyo, je viens une fois de plus de répondre à votre question, a appris qu'il y avait des rumeurs comme quoi son nom serait cité dans cette affaire, c'est lui-même, madame, les enquêtes ou l'enquête de l'IGF a été faite à la demande du président Matata Ponyo. Déjà, sa bonne foi pour dire qu'il ne se reproche de rien et qu'il est disponible à répondre à la justice du pays a commencé par là. C'est lui-même qui a écrit à l'IGF. IGF enquêtait sur cette affaire. Et au lieu de se limiter rien qu'à l'affaire Boukangalonzo,
il a demandé à l'IGF d'enquêter tout son parcours dans l'administration et tout son parcours dans la politique. C'est-à-dire du moment où il était directeur au BSECO, en passant par le ministère des Finances, pour chuter à la primature. C'est lui qui autorise, dit IGF, enquêter mon parcours, du BSECO, ministère des Finances, jusqu'à la primature. Si vous trouvez que j'ai détourné même un seul rond, dites-le moi. Et l'IGF n'a jamais démontré comment le président national... Il n'y a jamais eu rapport. Il y a eu un rapport, madame, un rapport bâclé qui a été contredit par la mission, disons la maison d'audit qu'on avait fait appel pour auditer. La maison d'audit a dit, après avoir enquêté, après avoir audité... il y a deux rapports, il y a le rapport de l'IGF et le rapport c'est le cabinet Young, je crois, si je ne m'abuse. Le rapport de l'expert, de l'audit, a démontré noir sur blanc que dans l'affaire Boukangalonzo, il n'y a jamais eu détournement. Les projets se comportent ou se comportaient à merveille jusqu'à ce que le président national du LGD quitte la primature. Juste après lui, quelques mois plus tard, c'est la débandade. C'était la débandade de ces... Voilà, Maître Hassani, nous ne pouvons ne pas parler de ce qui se passe chez nous à l'Est de la République. Le président Matata Ponyo avait déjà donné son point de vue, mais l'actualité évolue quand même un tout petit peu. La francophonie, vous avez vu, on y est allé, on a boudé la photo de famille. Moshi Kiwabo a été réélu à la tête de cette institution. Alors, moi, j'aimerais bien savoir la position du LGD. Doit-on rester dans la francophonie? Doit-on vraiment organiser les Jeux de la francophonie en 2023? Qu'est-ce que ça nous apporte, Maître Hassani, le fait d'être dans la francophonie? Merci beaucoup, madame. Je dois préciser, là, je donne mon point de vue, qui n'engage pas les partis, parce que nous sommes bien organisés en ce qui concerne la position du parti. Nous avons un porte-parole. C'est le camarade Manix Yenda que je salue en passant. Vous reviendrez pour donner le point de vue du parti. Toutes les fois, lorsque vous voyez le camarade Manix, toutes les fois que le parti doit se prononcer sur une question précise, ça doit se faire par la voix autorisée, celle du camarade Manix Yenda. Bon, maintenant, ma voix, en tant qu'analyste et en tant qu'acteur politique et scientifique, je pense que en ce qui concerne la participation de la RDC aux organisations internationales, il faudra faire la part des choses. Il faudra se poser des questions. Parce que, madame, on ne peut pas intégrer dans une organisation internationale juste pour intégrer. Un pays sérieux, on doit intégrer à une organisation internationale lorsqu'on sait en contrepartie, en intégrant dans telle ou telle autre organisation internationale, en contrepartie, le pays va gagner autant. À un certain moment, à mi-chemin, on doit se stopper, on doit s'arrêter, faire l'état des lieux. Et il n'y a pas qu'à la francophonie. Chercher à savoir dans toutes les organisations, que ce soit internationales, régionales ou sous-régionales, où la RDC est membre, on doit faire l'état des lieux, madame, général. Savoir dans chaque... Parce que quand on est membre d'une organisation internationale, il y a des obligations. On doit contribuer. Bon, lorsqu'on contribue, en réalité, en contrepartie, on gagne quoi? Qu'est-ce que la francophonie, en retour, apporte à la RDC? C'est ça, justement. Je ne veux pas répondre de façon brute à cette question. Je ne suis pas à la gestion de la chose publique. C'est plutôt ceux que j'ai qui savent ce que nous, en tant que pays, nous gagnons en étant membres au sein de la francophonie. Et pour l'EAC, voilà, c'est toujours la même réponse. Hein. Qu'est-ce que l'EAC apporte à la République démocratique du Congo? Sinon, on a beaucoup d'obligations. On a ouvert vraiment nos frontières et tout le monde y entre aujourd'hui parce que nous faisons membre de l'EAC. Madame, c'est le même raisonnement, c'est la même réflexion, c'est la même logique. On doit chercher à savoir dans l'EAC qu'est-ce que la RDC gagne. Mais s'agissant justement de la question de l'Est, parce que vous posez la question de la guerre à l'Est, où bon, le gouvernement en place a décidé que les troupes... Il y a même la visite du président kenyan qui est déjà, déjà dans nos murs d'ailleurs. Les troupes militaires des pays membres de cette organisation
doivent entrer dans notre pays. Elles sont déjà là. Ils exigent le dialogue. La communauté internationale pèse de tout son poids pour qu'il y ait dialogue, en fait. Justement, madame, c'est là, vous voyez même la dénomination de notre parti politique. Leadership et gouvernance pour le développement. C'est-à-dire, vous prenez les binômes leadership et une gouvernance de qualité nous conduit au développement. Puisque le pays est mal géré, les doyens Victor, on l'appelle Victor Wakasenda, je crois, il n'y a pas longtemps de l'UDPS, a déclaré, c'est lui qui est du parti au pouvoir. Il dit le pays n'est pas géré, madame. Si le pays était géré, parce qu'il manque de la bonne gouvernance. Lui-même aussi est exclu du parti, de l'UDPS. Il y a une guerre de ping-pong là-bas chez eux. Je ne veux pas entrer au voie. Je pense que l'image de la gestion de ces partis reflète, parce que c'est un parti présidentiel, reflète effectivement la gestion actuelle du pays. Et le doyen Wakasenda a dit qu'il y a absence de leadership. Et c'est comme ça nous disons, s'il y avait un bon leadership, une bonne gouvernance, cette guerre à l'Est allait prendre fin. Ça fait recours à ces organisations internationales qui jouent un double jeu. C'est quand le Premier ministre président national de notre parti à l'époque l'a démontré. Mais quand il était Premier ministre, la guerre était finie. La guerre était finie parce qu'il y avait une gouvernance de qualité. Il avait mis en place, il avait mis l'armée dans des conditions nécessaires pour faire face à l'agression étrangère. Il avait mis l'armée dans des meilleures conditions. Et lorsque l'armée est mise dans les meilleures conditions, madame, ils ont de la motivation, ils combattent jusqu'à débouter. Mais on a quand même, Maître Hassani, il faut le dire, ils ont quand même augmenté un peu dans le budget national, la partie réservée à la défense quand même. Madame, il faut le reconnaître. Madame, c'est vous qui le dites, mais les militaires qui sont au front ont une autre réalité. Là, on va dire démoralisation des troupes, parce que là, ça devient très difficile. Ça devient vraiment très difficile. C'est vous qui le dites, je ne sais pas si vous avez quelles données qui atteste qu'on a augmenté le budget des militaires. Et ça, pour l'attester, on doit les vivre. C'est-à-dire les militaires doivent être dans de bonnes conditions pour combattre. Quand on dit ça, on n'est pas en train de démoraliser les militaires. Mais chaque jour, nous voyons combien de fois ils sont en train de Maître Hassani, pour clôturer, pour ou contre le dialogue, parce que la communauté internationale pèse de tout son poids pour qu'il y ait dialogue. Est-ce que le dialogue, en Afrique, on dit on doit toujours parler sous l'arbre, pas l'arbre et tout ça. Doit-on dialoguer pour la énième fois? Madame, à la recherche de la paix. Parce que de fois, on dit que Kabila avait tout accepté au nom de la paix. Il a accepté parce que Mouchiki Wabo, je l'ai suivi tout à l'heure, et elle a dit qu'on doit mettre en pratique les accords qu'on avait signés, que la RDC avait signés. On ne respecte pas les accords et tout ça. Donc, doit-on parler? Doit-on tout mettre sur la table? Doit-on revoir pour qu'il y ait enfin la paix à l'Est de la République? Madame, aucun Congolais sérieux ne peut tolérer ni accepter pareille aventure, les dialogues. On doit dialoguer avec qui? Avec le M23, avec le forces négatives. Mais le M23, ce n'est pas le M23 qui nous attaque, c'est avec le gouvernement rwandais. Donc on dialogue directement avec le Rwanda? Je crois, comme je vous ai dit, je suis contre. Moi, personnellement, mon point de vue, c'est contre les dialogues. On doit plutôt combattre et mettre l'ennemi en déroute. Je crois, lorsque vous m'avez reçu pour la première fois, je vous avais dit mon point de vue sur la question de la guerre à l'Est. Les M23, ce sont des milices du Rwanda. Les ADF, les FDLR, ce sont les milices du Rwanda et de l'Ouganda. De la même manière, parce que ce sont des milices étrangères, ça nous appelons en droit international les rébellions transnationales organisées. C'est-à-dire ce sont des citoyens étrangers qui ont des revendications contre leur pays d'origine, mais qui viennent opérer sur le territoire d'un autre pays et contre ces pays-là. Alors, de la même manière, nos voisins l'ont fait. De la même manière, nous aussi, nous pouvons faire la même chose. C'est-à-dire, nous aussi, nous pouvons attaquer nos voisins à travers certaines milices. Si eux le font. Pourquoi nous ne le faisons pas? Si eux le font. Pourquoi nous ne le faisons pas? Au nom du principe de la réciprocité. C'est ça. Pourquoi ne pas faire la même chose? Je vous dis, madame, si on fait ça, aujourd'hui, vous verrez, la guerre à l'Est prendra fin. Parce que déjà, les militaires ne sont pas en bonne condition pour mettre en déroute ces rebelles. Mais travaillons de façon à inquiéter de là d'où ils viennent. De là d'où ils viennent. Et une fois qu'ils sont mal à l'aise, je vous dis, la guerre prendra fin les mêmes jours.
Voilà, nous sommes presque à la fin, mais nous pouvons ne pas parler des élections. C'est en 2023, nous y entrons dans quelques jours. Alors, comment le LGD pense? Est-ce que le LGD se prépare déjà pour les élections? Est-ce qu'il y aura les élections sans une partie de la République, Bunagana et tout ça? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un dialogue pour sursoir un peu aux élections? Pour que beaucoup disent qu'on doit mettre un point. On ne peut pas faire des élections sans Bunagana, sans... voilà, quoi, vous comprenez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Madame, les LGD se préparent pour les futures échéances électorales. Et c'est à tous les niveaux. Parce que nous avons notre président national, il est candidat déclaré. C'est nous, les partis, lors de notre congrès, qui l'avons intronisé comme tel, comme candidat président de la République. Et nous allons prendre part à ces échéances à tous les niveaux. Alors, savoir si est-ce qu'il faut aller aux élections sans une partie du territoire national. Je crois, madame, la réponse elle est claire, elle est automatique. À ce jour, il y a un manque de leadership. S'il y a un leadership de qualité, c'est question de quelques jours pour mettre l'ennemi en déroute. Et les élections sont prévues au mois de décembre, si je ne m'abuse, décembre 2023. Donc nous n'en sommes pas encore là. Nous, on se prépare aux élections. Et on sait, avec la détermination des Congolais soucieux de leur pays, de l'intégrité territoriale de leur pays, d'ici quelques jours, on va mettre fin à cette forfaiture. Merci beaucoup, Maître Émile Hassani. Merci de cet éclairage sur le dossier Matata Ponyo. Ben, nous attendons la suite. En tout cas, préparez-vous pour les élections, vous l'avez dit, à tous les niveaux. Et transmettez mes salutations à l'honorable Matata Ponyo. Je sais qu'il est à Kindu parce que je suis ces informations. Il regagne d'ici trop. Ah, voilà, je l'ai vu avec mon mentor, Charles Dimanja Wembi, que je salue avec tout le respect parce que c'est lui qui est parmi mes formateurs. Mais madame, oui, une question que vous n'avez pas abordée. On a dit qu'on a planté les maïs et on a déjà répondu à cette question. Vous avez été à Kindu, vous avez vu à l'université la liste des contributeurs. On a déjà parlé de ça. Voilà. On a déjà parlé de ça, on a déjà répondu à toute cette question. Manix y est allé en profondeur. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. En tout cas, bon séjour à Marbella d'Afrique, moi je l'appelle, et ça crée beaucoup de problèmes. Merci. En tout cas, bon séjour à ceux qui se trouvent à Marbella, là-bas à Kindu, avec ce beau temps. J'espère que vous passez un très bon séjour et nous nous reverrons, mesdames et messieurs, très très prochainement.